Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon DP continue, le balado de développement professionnel du cadre 21. Mon nom est Maxime Pelchat et dans le cadre de notre série thématique Pourquoi devrais-je m'intéresser à? Je porte ici un regard sur les développements récents des outils intégrant l'intelligence artificielle et de leur impact sur le monde de l'éducation. J'ai eu le plaisir d'en discuter avec Yves Munn. Yves est chargé de projets technopédagogiques à l'Université du Québec à Montréal. Fort d'une expérience d'enseignant, de conseiller pédagogique et de concepteur pédagogique, il est depuis peu membre de la Commission de l'enseignement et de la recherche universitaire au Conseil supérieur de l'éducation. Lors de la semaine de la FAD 2023, organisée par nos amis de l'organisme FADIO, Yves a eu la chance d'animer un panel de discussion intitulé ChatGPT, intelligence artificielle et formation à distance, une nouvelle ère de l'apprentissage. Ce regard croisé a permis d'explorer comment les pratiques enseignantes se transforment en réponse à l'arrivée de ChatGPT et d'autres outils alimentés par l'intelligence artificielle dans les établissements d'enseignement. Je lui ai donc lancé l'invitation à réfléchir à voix haute avec moi et de faire le point sur la question fort d'actualité: pourquoi devrais-je m'intéresser à l'intelligence artificielle? Oui, pourquoi devrions-nous nous intéresser à l'intelligence artificielle en éducation ces temps-ci? C'est une grande question. Puis ça me fait plaisir, Yves, que tu aies accepté mon invitation de réfléchir à haute voix avec moi aujourd'hui. Bon, ben, on va le faire en tant que non-expert, par exemple. On va juste le faire en tant que praticien et de ressources en éducation dans nos établissements respectifs. Ah, absolument. Puis c'est ça, on n'a aucune prétention dans cette conversation-là d'entrer dans des zones d'expertise, mais vraiment de se positionner sur cette question très générale qui semble, dans le fond, s'être imposée comme à la fin de l'automne 2022, que tout d'un coup, là, l'intelligence artificielle qui était comme un domaine du numérique parmi d'autres. Puis là, tout d'un coup, là, pouf, il y a eu quasiment un tsunami, on pourrait dire, là, avant le Noël, les vacances des fêtes de 2022, sur ces outils qui utilisent l'intelligence artificielle avec ChatGPT le premier chef. Puis je trouvais ça intéressant qu'on en discute ensemble puisque, parce que là, au moment de l'enregistrement, on est à la fin février, on est à la fin de la semaine de la FAD là, qui est organisée par l'équipe de FADIO. Puis tu as mené un panel de discussion avec 4 invités vraiment intéressants qui sont venus donner de leur perspective de terrain au sujet de l'impact, dans le fond, d'outils comme ChatGPT dans leur milieu, dans leur pratique avec leurs collègues. Fait que, qu'est-ce que tu en as retiré de cette expérience de discussion-là qui s'est passée là, pendant ce panel-là? En fait, c'est le principal effet, c'est, j'ai l'impression qu'il y a une réflexion plus poussée qui s'est installée. Il y a eu un mouvement de panique. Les gens étaient plutôt en mode réactif, un petit peu paniqués au début. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment je peux contrôler? Alors, il y a un sentiment de non-contrôle parce que on s'aperçoit que cette intelligence artificielle, GPT, là, on l'appelle ChatGPT, mais c'était une technologie GPT-2, là, on est rendu à GPT-3, on va être bientôt à GPT-4. C'est des choses qui existaient avant, mais c'était une grosse boîte noire. D'ailleurs, on le remarquait lors des colloques, que ce soit le colloque du numérique en éducation au Québec ou lors de colloques précédents. Ça restait une grosse boîte noire pour les gens, sauf pour les plus geeks, peut-être, les plus avancés au niveau de la pensée, de l'éthique, peut-être, aussi les gens qui réfléchissent beaucoup au niveau de l'éthique de l'intelligence artificielle. Mais concrètement, pour les enseignants, c'était une hypothèse, quelque chose qui allait arriver un jour, mais on verra qu'est-ce qui arrivera. Quand ça arrivera, on dealera avec ça. Mais là, on s'aperçoit qu'on a une compagnie qui s'appelle OpenAI qui a mis en branle un outil, donc ChatGPT, grand public. Donc, facilement accessible. C'est un peu comme Google, la petite boîte. Mais là, on s'aperçoit que c'est tellement facile que des étudiants peuvent l'utiliser, des élèves, puis là, on se dit, oh,
comment moi je vais réagir par rapport à l'évaluation? Si on a un outil d'intelligence artificielle qui peut répondre à mes questions d'évaluation, et là, il y a eu comme un mouvement de panique. Là, il y a eu une réflexion, en fait, plus je dirais pas immédiatement une réflexion, mais plutôt une curiosité et une appropriation par certains professionnels, certains enseignants, un peu plus poussée. Puis là, c'est drôle parce nous, on a fait des rencontres de soutien pédagogique avec des enseignants universitaires et on a eu 3 sessions à date et je m'aperçois que de session à session, les gens qui ont un compte, par exemple, dans mes questions, au début, je dis est-ce que vous avez un compte, utilisez-vous ChatGPT? Et maintenant, c'est rendu du 60% des répondants qui ont un compte, donc qui sont allés, qui commencent à le tester, qui commencent à se faire une opinion. Parce que ce qu'on leur dit, c'est rendez-vous sur l'outil, essayez-le pour le comprendre, parce qu'on le prend d'abord comme étant, on pense que c'est un moteur de recherche au départ, fait qu'on l'utilise un peu comme un moteur de recherche. Alors, donc, il y a une prise de conscience, mais aussi, il commence à voir des gens qui se mettent les mains sur les touches pour mieux comprendre les limites, comprendre les bons côtés, ce que ça peut faire, parce que ça peut leur sauver du temps pour faire certaines choses. Puis, je dirais que selon l'ordre d'enseignement, les enjeux ne sont pas les mêmes. Alors, c'est ça qui est intéressant dans le colloque qui vient de passer, c'est qu'on avait vraiment une approche, l'approche du FADIO, l'approche interordre, Oui. qui est super intéressante. Absolument. Puis comme participant à ce panel de discussion-là, comme du point de vue de la personne qui reçoit, dans le fond, les propos qui sont échangés, c'est vraiment ça qu'on a senti rapidement. Puis j'invite les gens qui n'ont pas pu y assister en direct. Là, c'est disponible sur la chaîne YouTube de Fadio. Vous avez le lien aussi là, directement sur le site web de Fadio là, pour aller réécouter, dans le fond, les échanges qui ont eu lieu. Mais effectivement, cette dimension interordre, moi, j'y ai vu beaucoup d'essais précis par rapport à l'ordre d'enseignement dans lequel les acteurs étaient là. Hein. Il y avait comme Sylvain Duclos, qui est un enseignant au secondaire. Il y avait Éric Cloutier, qui est un CP au cégep. Jonathan Durand puis Claudine Bonneau, qui sont du côté du milieu universitaire. Et j'ai senti il y a beaucoup de points de convergence dans les possibilités, dans les enjeux, dans les défis. On est beaucoup plus dans les ressemblances que dans les différences là, à ce niveau-là. Puis la discussion interordre était particulièrement intéressante là-dessus. Oui. Puis on sent que les gens les gens qui assistaient au colloque ont besoin d'informations, ont besoin d'être alimentés. Alors, ça répond à un besoin aussi, ce genre de sujet lors de colloques. Et je pense que lors des prochains colloques, il va y avoir toujours ce sujet qui va être abordé. Là, surveiller l'ACFAS bientôt, surveiller le 10e colloque international en éducation. Oui. Ce sont des sujets. Et ce que je m'aperçois, c'est que de fois en fois, et plus le temps avance, plus l'outil se perfectionne. Donc, il y a plus de complexité, je dirais, dans la discussion, dans la compréhension de l'outil. Et ça, c'est intéressant parce que pour l'instant, ce que je vois, la peur principale c'était presque un écran de fumée, là, c'était le plagiat. Là. On l'aborde, la plupart l'abordent sur le côté plagiat et tricherie. Mais en fait, il y a beaucoup plus que ça à discuter. Parce que ça, c'est juste comme l'arbre qui cache la forêt d'une certaine façon. Parce qu'il y a plein d'enjeux derrière qui sont super importants pour notre société, pour les gens qu'on va former. Hein? Ces élèves-là là, qui sont au primaire, au secondaire, là, toute leur vie, là, ils vont vivre avec un assistant d'intelligence artificielle qui vont les aider dans leurs tâches, même d'autant plus que lorsqu'ils sont sur le marché du travail, ce sera encore plus performant et ça sera plus intégré un peu à leur milieu de travail. Donc, nous, on doit les former. Tu vois, dans ce que tu viens d'apporter, j'attrape au vol le concept d'assistant virtuel. Est-ce que c'est ça, cet élément-là, qui a fait un peu la première réaction un peu de peur, de crainte au début de cet assistant virtuel qui peut faire un paquet de choses à notre place, des choses traditionnelles qu'on fait peut-être justement à l'école et qui sont remises en question par l'existence de cet assistant virtuel. Puis j'aime bien des fois utiliser l'image de
Tu sais, des fois, quand ils vendent fort, on a bien beau mettre nos mains devant notre face, fait que peut-être qu'on ne se sent pas dans nos yeux, mais ils vendent quand même autour, là. Fait qu'on peut pas se dire qu'on va arrêter, dans le fond, cet élément-là. On va falloir apprendre à vivre avec. Et donc, l'impact que ça a dans notre cheminement scolaire, si on se place du côté des apprenants, ou bien au cœur même de la profession de tous les acteurs, dans le fond, qui sont dans le réseau là, du préscolaire jusqu'au postdoc, justement. Là. Est-ce que c'est ça, finalement, inconsciemment, la crainte qu'on a de cet assistant super puissant qui vient finalement nous aider à faire concrètement un paquet de choses que traditionnellement, depuis des dizaines, voire des centaines d'années, on a fait à l'école, puis que maintenant, ces choses-là peuvent être faites peut-être comme en quelques clics, dans le fond, et que c'est tout aussi efficace que quand on le faisait artisanalement. Est-ce que c'est ça la crainte qu'on a en arrière de la tête? En fait, c'est parce qu'on enseigne depuis des centaines d'années de la même façon. On a enseigné, souvent, c'était la forme magistrale. On a appris, quand on était jeune, c'était un enseignant qui nous enseignait en avant, et nous, on était en rangée d'oignons dans la classe, et on écoutait, puis on absorbait, puis c'était un modèle. Et là, on était évalué à un moment précis dans l'année, tout le monde ensemble. Et puis, bon, c'est là-dessus au niveau de l'évaluation, puis qu'on constatait, voir est-ce que l'étudiant a appris ou a tout simplement échoué dans son examen. Mais en fait, souvent, c'était axé sur simplement des connaissances, la mémorisation de connaissances. On a quand même évolué. Hein? On a introduit beaucoup aussi au collégial l'approche par compétences. Hein? Il ne faut pas opposer connaissances et compétences. Là. Alors, les connaissances servent aux compétences là, et tout. Ça va ensemble. Là, mais par contre, c'est qu'on est un peu moins... on est plus en mesure d'évaluer le processus d'apprentissage et accompagner les étudiants. Là, ça dépend toujours du nombre de votre groupe, du nombre de groupes. Là. Les stratégies peuvent différer selon la grosseur du groupe. Mais l'important, il ne faut pas mettre l'accent simplement sur l'essai final ou l'examen final. Il faut... c'est ça, un peu comme font l'approche scandinave. Là, on voit que ils sont vraiment dans l'accompagnement, dans l'autoréflexion de la part de l'étudiant, dans la progression, etc. Là, ce que cet outil-là nous oblige, finalement, c'est à revoir, parce qu'il y a beaucoup de résistance. Les enseignants, ils disent, moi, j'ai appris comme ça et j'enseigne parce que j'ai appris comme ça et que ça a toujours fonctionné. Pourquoi je changerais? Mais là, on a un outil qui vient changer la donne. Et là, ça nous remet en question. Là, ça nous oblige vraiment à cette réforme là, qu'on voulait, là, qu'on demande depuis des années, de changer nos façons d'évaluer, de changer nos façons d'accompagner nos étudiants. Là, on est avec un outil qui va nous obliger à nous remettre en question. Ceux il y en a qui ont peur en ce moment parce que ça remet souvent ta posture d'enseignant. Je vais te donner un exemple. Ici, on a un programme en biologie. Le programme est donné en approche par problème. Okay? Alors, c'est une façon d'enseigner où on inverse les rôles. En fait, c'est l'étudiant qui apprend, qui va chercher les connaissances et qui, à travers des laboratoires et tout ça, vient chercher les solutions en cherchant dans la littérature. Et le professeur est plus comme un guide, un accompagnant qui fait juste recadrer, remettre dans la bonne approche. Puis bon, c'est souvent à partir de situations de problèmes. Puis là, on est en biologie et tout le programme est conçu comme ça. Et il y avait une enseignante qui m'a dit, si je ne peux pas enseigner de façon magistrale à mes étudiants, comment je vais faire pour les aider? Et là, tu vois, c'est comme elle était dépourvue un petit peu. Elle, la seule approche qu'elle avait au départ, je dis elle ou il, là, mais peu importe, cet enseignant-là, la seule façon d'aider ses étudiants, c'était de donner un cours magistral. Donc, elle a dû remettre sa posture d'enseignant en question pour dire, OK, en quoi cette méthode-là, elle est performante? Quelles sont les données qui permettent de voir que des étudiants réussissent ou ne réussissent pas et comment, moi, je dois m'approprier cette façon d'enseigner-là. Alors là, on a un outil, ChatGPT, on parle de celui-là, mais
dans l'intelligence artificielle, il y en a au-dessus d'une centaine d'applications, d'outils qui sont développés. Ben, c'est fou. Puis, alors là, ça fait peur aux gens parce que là, souvent, quand on déborde de ChatGPT, les gens disent hey, « je suis complètement dépassé ». Mais bon, restons à ChatGPT et OpenAI. Il y avait des choses qui existaient avant, mais en fait, on ne prenait pas conscience que les étudiants pouvaient les utiliser parce qu'on ne les connaissait pas. Maintenant qu'on les connaît, ça nous oblige. C'est une révolution au niveau de l'éducation qui s'amorce. Et depuis novembre, depuis le 30 novembre jusqu'à aujourd'hui, c'est incroyable les changements. On voit. En fait, c'est on réussit à comprendre petit à petit ce que l'outil peut faire. C'est ça qui me fascine à chaque fois. Parce que là, à force de suivre les experts, là, je me suis dit, OK, c'est comme ça que ça marche. OK, c'est juste des probabilités de mots à mots qui se suivent. Donc, elle ne comprend rien de ce qu'on dit. Elle fait juste numériser ma question. Puis, finalement, elle me ressort de façon statistique, des probabilités statistiques, une réponse qui me semble cohérente. Et si je ne suis pas expert, ben, je ne suis pas en mesure d'évaluer, mais je dis, hey, ça a l'air d'avoir bien du bon sens, je vais prendre ça. Puis là, les gens commencent à comprendre que il faut que tu creuses, c'est un dialogue. Alors, c'est comme un échange. Puis là, tu dis, non, ça, c'est pas vrai. Je veux que tu me changes ce deuxième paragraphe pour plutôt aller parler de telle approche, telle chose, tel auteur. Puis, donc, c'est un travail d'assistant. Tu sais, tantôt, tu parlais d'assistant. Assistant virtuel. Moi, j'appelle ça comme une espèce d'intelligence augmentée. En fait, c'est comme un assistant à qui il faut que tu apprennes, un apprenti, il faut que tu apprennes des choses. Parce que sinon, cet outil-là va te sortir le tout et son contraire. Donc, il peut te sortir il peut inventer des choses, puis il peut être même persistant dans ses faussetés. Mais en fait, là, je m'aperçois que la meilleure façon de s'assurer qu'il travaille à partir de bonnes données, ben, c'est de lui injecter les bons documents que tu veux sur lesquels il travaille. Donc, comme ça, tu vas être sûr que tes sources sont fiables. Alors, là, tu vois, à force de travailler avec l'outil, là, je me dis, mon Dieu, c'est fantastique. Il faut que j'apprenne comment lui parler, comment lui poser des questions, parce que je n'arrive pas au même résultat si je pose la question en lui donnant qui il est, qu'est-ce qu'il doit faire. Lui dire tu es un étudiant de secondaire 5, je veux que tu écrives un essai de 1000 mots sur 1000 mots, c'est peu, là, mais en tout cas, je veux que tu écrives un essai de tant de mots sur tel sujet. Je veux que tu abordes tel sujet. Je veux que tu inclues une citation au deuxième paragraphe. Je veux que tu fasses un contre-argument au troisième paragraphe. Alors, là, je m'aperçois, oh, OK, là, il me sort quelque chose. Mais tout ce qui sort de ça, bien là, c'est pas comme un moteur de recherche, là. C'est comme, il faut que je vérifie. C'est une calculatrice géante sémantique qui me sort un produit. Et selon la précision de ce que je lui ai demandé, plus je vais être précis dans ce que je lui demande, plus il va me sortir de quelque chose de précis que je dois réviser. Donc, c'est une nouvelle façon de travailler avec un modèle langagier. Tu sais, quand on y pense, là, Maxime, là, c'est la première fois au monde, on était, nous, les seuls êtres langagiers. Hein? On ne pouvait pas échanger autrement par notre langage qu'avec un autre humain. Là, on a une IA cognitive, générative, qui parle notre langage. Donc, c'est la première fois au monde qu'on peut échanger de façon fluide dans 17 langues. Peut-être plus aujourd'hui. Il y a un élément central qui revient quand je t'écoute réfléchir à voix haute, justement comme ça. Puis ça a été nommé d'ailleurs pendant le panel de discussion, c'est tout ce qui tourne autour du processus. Ça remet un focus très important autour du processus, des choses
Processus d'apprentissage, je veux dire. Oui, Ouais. c'est ça, là, qu'on a au cœur même, dans le fond, du parcours scolaire. Mhm. Et là, il y a des choses qu'on met en question, mais on est plus à même d'accompagner nos apprenants à évaluer les processus. Puis là, je me souviens pas c'est qui l'a dit, il faudrait que je revérifie, là, mais il était question d'une certaine forme de rétro-ingénierie Oui, pédagogique, où est-ce oui, qu'on est là pour évaluer l'input, dans le fond, ce qu'on apporte comme information pour après ça évaluer ce qui en ressort après à partir de la commande qu'on a donnée. Et comme tu l'as dit tantôt, d'évaluer la qualité, la justesse, la véracité de ce qui a été de ce qui a été produit. Et que là, c'est ces allers-retours d'ajustement qui deviennent cette conversation-là avec, et j'aime bien ton image d'assistant, dans le fond, l'assistant virtuel qu'on a là, avec qui on peut échanger. Puis c'est dans cet échange-là, et c'est un peu nous qui demeurons maîtres de cet échange-là, où est-ce qu'on demande des choses, on demande on peut lui donner une rétroaction, non, c'est pas ça que je cherche, non, c'est pas ça que je veux, non, change plutôt voilà. ça, essaye plutôt dans cette autre version-là. Et ça ramène les apprenants dans une posture de métacognitive qu'on souhaite toujours qui arrive dans les processus d'apprentissage, Oui, puis que par l'évaluation plus traditionnelle, des fois, on n'arrive pas à mettre ça en évidence, mais qu'à travailler avec des assistants virtuels comme ça, on est en plein cœur de cette métacognition-là, là. Puis ça, je pense qu'il y a un potentiel vraiment intéressant sur on pourrait quasiment dire mieux apprendre au final. ouais, puis on est chanceux au Québec parce qu'on met l'esprit critique justement là, Mm-hmm. tu sais, au Ouais, centre dans le cadre de référence de la compétence numérique. Oui, parce qu'il y a des enseignants qui me disent ah, ça va inciter à la paresse intellectuelle. Mais moi, je crois que c'est le contraire. Au contraire, on va peut-être éveiller. Puis il y avait un bon exemple, là, Claudine l'a peut-être mentionné, mais d'une enseignante qui a pris un examen final d'il y a 1 an ou 2 ans, puis elle a rentré les questions dans l'outil d'intelligence artificielle, puis ensemble en classe, ils ont évalué les réponses que ChatGPT leur donnait. Puis là, il dit ah mon Dieu, ben ça, c'est même trop général. Ah, ben, il faudrait approfondir tel aspect. On a vu tel aspect durant l'année. Il ne parle pas de ça. Alors, ça a été une revision. C'est sorti de l'outil d'intelligence comme une espèce de revision de la matière, mais en même temps, en amenant de la part des étudiants, en éveillant cet Oui. esprit critique-là par rapport à cet outil-là, puis de se rendre compte de ses limites et que finalement, c'est pas complet. Ça pourrait passer. Pour l'instant, on dit que l'outil pourrait passer un examen de façon médiocre dans certains domaines. Là, je voyais en droit, puis je voyais en médecine aux États-Unis. Ouais. Là, ils ont évalué que Mm-hmm. ça passerait sur les chapeaux de roue. Là. Mais je trouve qu'il y a une façon de tourner l'outil, puis après ça, de dire à l'étudiant, OK, si tu passes 3/4 de ton temps à essayer de construire un graphique, puis tu ne travailles pas sur le contenu que tu vas mettre dans ton graphique, bien ça, l'outil peut te le faire là, en Exact. 55 secondes. Tu sais, crée-moi un graphique, 3 colonnes, 6 rangées, puis dans tel... tu lui donnes toutes les... Puis tu le sors, puis après ça, tu travailles sur le contenu que tu as à mettre à l'intérieur. Donc, tu viens de sauver un temps énorme, puis tu passes plus ton temps sur, justement, les concepts, les faits, les processus, les procédures que tu dois élaborer dans ton apprentissage pour apprendre ce que tu dois apprendre. Parce qu'il y a un autre élément que tu as mis en évidence tout à l'heure, puis tu parlais puis je l'ai même pris en note là, sur une feuille devant moi, tu as parlé d'être explicite. D'être explicite dans la commande qu'on peut donner, hein, dans cet input là, qu'on apporte à cet assistant-là. Mais je pensais explicite aussi dans une posture plus enseignante, de dire que cette évaluation du processus, cet esprit critique va demander un enseignement explicite de notre part. On peut pas s'attendre à ce que nos apprenants, qui soient des jeunes du primaire, du secondaire jusqu'à l'université, que par défaut, ils connaissent, dans le fond, là, c'est la bonne méthode, les bonnes façons de faire, la bonne posture à avoir pour avoir cet esprit critique allumé, puis toutes les méthodes pour aller vérifier, contre-vérifier, etc. Fait que ça, il y a encore énormément de place et de besoin pour cette posture enseignante d'être explicite dans ces méthodes et dans cette posture à adopter.
Es-tu d'accord avec ça? Oui, oui, ben, écoute, en fait, je parlais avec des étudiants du Collège Bois de Boulogne ben, en fait, je les écoutais parler lors d'un laboratoire sur l'intelligence artificielle. Puis, ce que ressortaient les réflexions un petit peu là-dessus, c'est que il y a quand même, pour que il faut que tu aies les bases. Il faut que tu ailles à l'école pour avoir les bases. Par exemple, moi, ils faisaient du code. Il faut que tu connaisses les bases du code. Il faut que tu apprennes à faire du code. Donc, il y a un apprentissage que tu dois faire. Et par après, si tu utilises l'outil, ben, c'est encore mieux parce que là, tu comprends. Mettons que tu lui demandes de générer du code Python ou peu importe, tu dis je veux que tu me génères du code pour faire une page HTML, etc., etc. Ben, c'est bien beau, là, l'outil, mais si tu n'as pas appris les bases de la programmation, tu ne pourras pas évaluer ce que l'outil te donne. Donc, c'est un peu. Il y aura toujours un apprentissage, puis il y aura toujours l'étudiant. C'est l'étudiant qui doit faire l'apprentissage, c'est l'étudiant qui doit faire les processus cognitifs. Et nous, en tant qu'enseignants, on est là pour accompagner ces jeunes-là à apprendre. On les accompagne dans leur processus d'apprentissage, puis on les aide à apprendre. Et il y a une relation super importante, une relation pédagogique qui s'établit. Puis c'est pour ça que le fait de revenir en présence, bien là, on voit vraiment l'importance que d'être en présence avec nos étudiants et nos élèves. Je ne dis pas que la formation à distance là, ne répond pas à des besoins et n'est pas bonne. Là. Puis, pour moi, la meilleure modalité, c'est l'hybride. Là, c'est à la fois la présence et la distance. Mm-hmm. Mais il faut qu'il y ait une relation pédagogique, on accompagne. Puis on aura toujours des enseignants qu'on se souviendra dans notre vie, dire « Hey, lui, il m'a fait comprendre. Lui, il m'a allumé sur quelque chose. Il m'a fait comprendre quelque chose. » Ça se fait uniquement dans une relation pédagogique d'humain à humain avec un professeur et l'étudiant. Et ça, c'est super important. Par après, que tu dises hey, j'ai utilisé tel outil, j'ai utilisé tel l'IA, puis dans ton processus d'apprentissage, tu en parles avec ton professeur, puis tu as une réflexion là-dessus, puis tu avances dans ta compréhension de la chose, tant mieux, tu sais. Et là, tu me parlais de réingénierie pédagogique. Je te ramène un peu là-dessus parce que nous, évidemment, on accompagne beaucoup les professeurs dans la transformation de leurs cours, souvent en formation hybride ou en formation à distance ou comodale, plusieurs modalités. Puis, il a fallu, pendant la pandémie, on le faisait avant parce qu'on le faisait de façon un peu plus fine, parce que là, on faisait une réingénierie, on regardait le cours, on partait des cibles d'apprentissage, des objectifs du cours, puis bon, et ce que l'étudiant doit apprendre, puis on regardait quels sont les outils qui vont être le plus intéressants, qu'ils pourront utiliser avec leurs étudiants à distance pour les rendre les plus actifs possibles dans leur apprentissage, pour que ce soit intéressant aussi à donner. Donc, de transformer son cours, disons, à l'extrême magistral, un cours à distance. Puis il y avait tout un travail de réingénierie qui avait été fait. Quand on est rentré dans la pandémie, là, c'était plus de l'urgence. Hein. Ça n'a pas été plus heureux pour tout le monde parce que là, il y avait bien des gens qui ne voulaient pas aller en formation à distance, mais ils ont été obligés de faire une réingénierie et de revoir leurs examens. Parce que là, la chose la plus difficile en formation à distance, c'est l'évaluation des apprentissages. En effet. Donc, il y a déjà eu un travail qui a été fait. Maintenant, là, avec l'intelligence artificielle, bien, ça nous ramène encore dans un autre genre de crise, d'une certaine façon. Et ceux qui n'avaient pas fait ce processus de réingénierie-là, peut-être que ceux qui l'ont fait aussi doivent le refaire avec le nouvel agent conversationnel alimenté par l'intelligence artificielle, peu importe lequel ce sera. Mais il va falloir le faire. Puis justement, dans le colloque, Claudine, à un moment donné, nous a donné quelques pistes dans sa réponse à un moment donné. Puis ça, je trouvais ça intéressant parce qu'elle est là-dedans. Elle donne des cours à distance et elle maintient ses évaluations à distance, mais elle sait ce qu'elle doit ramener en classe parce que l'intelligence artificielle, elle a fait des tests, elle a rentré et s'est aperçue qu'il y avait 3 questions qui étaient problématiques. Puis là, il fallait qu'elle revoie un petit peu ces 3 questions-là pour s'assurer d'évaluer la bonne chose, la bonne type d'apprentissage chez l'étudiant. Donc, le processus de réingénierie, pour beaucoup, on est obligé de le faire. Je dis pour beaucoup, parce que c'est pas tout le monde qui est impacté de la même façon. Ça dépend ce que tu enseignes. Puis il y a une autre chose qui est revenue lors du colloque que je trouvais intéressant, c'est que les profs ne veulent pas se sentir obligés
d'utiliser l'intelligence artificielle nécessairement ou d'avoir à être obligé à se former à ça. Ça dépend de ce que tu enseignes. Hein. Si tu enseignes une technique, c'est souvent, c'est très, très, très concret. Là, tu sais. Alors, peut-être ça ne les impacte pas. Puis, il faut faire attention avec l'arrivée de cette nouvelle intelligence artificielle générative, c'est qu'il ne faut pas mettre de règles de la part des administrations puis obliger tout le monde à la même chose. Chaque cas est différent, chaque enseignant est différent. Il y a une espèce de liberté académique au niveau universitaire qui est respectée. L'enseignant choisit la façon qu'il veut enseigner. Et il faut respecter ça. Ce n'est pas une question d'imposer l'intelligence artificielle, mais c'est plus, je dirais, de les informer de ce que les étudiants, à quoi ils sont exposés, pour ne pas qu'ils soient surpris parfois. Mais tu vois, Yves, c'était exactement un peu l'invitation que je te faisais, de répondre à cette question, pourquoi on devrait s'y intéresser. C'est vraiment ça, c'est de dire qu'il faut tout d'abord être informé de l'existence de ces nouveaux outils-là, de leurs impacts, et après ça, de voir jusqu'à quel degré ils ont un impact direct dans notre quotidien, dans notre pratique professionnelle. En tout cas, des grandes occasions de développement professionnel pour les prochains mois, les prochaines années, j'en suis sûr. Yves, on aurait pu en parler extrêmement longtemps, mais si on veut, puis on sait bien, comme tu l'as dit tout à l'heure, que ça évolue très, très vite, fait que déjà, probablement, que quand certains écouteront cet épisode, il y aura eu des nouveaux développements, il y a peut-être des nouveaux outils fantastiques qui vont être sortis puis qui vont nous surprendre encore avec leurs possibilités. Fait que si tu avais à conseiller les gens qui nous écoutent en terminant sur comment on fait pour rester dans une veille proactive, là, qu'on veut savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se discute, là, que toi, tu les dirigerais vers où? Bien, moi, d'abord, je m'aperçois que les communautés de pratique, que les enseignants entre eux, là, c'est vraiment là, puissent se partager leurs bons coups, leurs expériences. Ça fait avancer énormément la pratique des enseignants, de pouvoir mettre en commun, pas se faire peur, là, mais juste de se parler, de dire, ben voici moi comment je fais, puis voici ce que ça donne. Puis déjà, c'est un bon départ. Après ça, vous avez des ressources. Hein? Moi, je suis très impressionné par les récits, les CP du récit, les ressources qu'ils mettent en branle, etc. Donc, allez voir les ressources qui vous sont disponibles, là, qui connaissent un petit peu la chose dans vos établissements. Les conseillers pédagogiques, les chargés de projet ici, comme technopédagogique à l'UQAM. Mais nous, on est rendu quand même une bonne équipe ici, là, au Carrefour. Alors, on appelle ça maintenant le Carrefour d'innovation et de pédagogie universitaire. Alors, on est rendu quand même pas mal de conseillers pédagogiques et de chargés de projet. Certains sont aussi des anciens chargés ils sont des chargés de cours, des professeurs associés qui sont conseillers pédagogiques aussi. Alors, ça fait une expertise extrêmement intéressante. Donc, profitez de cette expertise-là autour de vous. Allez dans les colloques, informez-vous, essayez d'expérimenter, mettez les mains sur les touches, essayez des choses. Je pense que c'est la meilleure façon là, d'avancer avec ça. Dites-vous que ce n'est pas juste quelque chose qui est de passade. Hein? Puis, souvent, on a peur parce qu'on ne sait pas comment faire, comment utiliser ça. Alors, s'il n'y a jamais des ateliers, mains sur les touches, etc., profitez-en. Souvent, quand on aborde une nouvelle technologie, puis c'est drôle parce que j'ai fait des études en communication, puis on abordait McLuhan avec The Medium is the Message. Puis, en fait, dans toutes les révolutions qu'il y a eu, bon, on a eu du théâtre, après ça, on a eu la radio. On a fait du théâtre à la radio. Après ça, il y a eu la télévision. Bien, on a fait de la radio à la télévision en faisant des lignes ouvertes ou en faisant des talk shows, etc. Fait on regarde toujours souvent l'avenir par ce qui s'est fait avant, par le rétroviseur. Là, on s'aperçoit, puis c'est ma phrase que j'avais mis dans la fin du colloque de Benoît, c'est qu'on ne peut pas regarder l'avenir par le rétroviseur parce qu'on a une intelligence artificielle qui le fait déjà, hein, par sa base de données qui est alimentée, puis elle fait mieux que nous, puis plus rapidement que nous. Donc, soyons un peu plus alertes, et c'est à nous de décider
de ce qu'on va faire avec l'intelligence artificielle. Et c'est pas à l'intelligence artificielle de nous imposer des choses. Donc, c'est ça comment il faut aborder l'avenir, c'est-à-dire il faut garder le contrôle, il faut s'informer, il faut s'interroger sur l'éthique, il faut s'interroger sur les aspects légaux, internationaux, les biais qu'il va y avoir là-dedans. Là, je peux t'en nommer là, des enjeux, là, il y en a, là, des enjeux d'équité éthique, etc., intégrité académique. Il y a plein d'enjeux. Fait, arrêtons de voir juste le plagiat, là. Il y a plein de choses à s'occuper puis à penser autour. Puis, à Montréal, on a beaucoup d'experts en intelligence artificielle. Donc, restons informés, ouvrez vos horizons, puis évitons les pièges, les clichés, là. Puis faut pas se faire de peur. Et au mieux, là, formation continue. Formez-vous. Cadre 21 offre plein de choses. Effectivement, vous allez probablement développer un badge sur cet outil-là, je suppose. On se questionne, c'est sûr. De là, la conversation, c'est un peu le but de tout ça. Puis tu as entièrement raison de voir que il y a une grande force vive qui se déroule en ce moment dans les différentes communautés qui émergent, comme le groupe Facebook un peu instantané, qui est né de l'initiative d'un prof du secondaire qui est pas loin de chez nous, ici à Québec, le Simon Duguay. On le salue s'il écoute l'épisode, puis on le remercie parce que là, on est rendu à plusieurs milliers de personnes qui sont là, qui sont dans toute la francophonie, qui échangent leur expérimentation. Donc, faire partie de cette communauté apprenante, active, je pense que c'est la posture à adopter dans les prochains mois, les prochaines années. Yves, je te remercie infiniment d'avoir réfléchi à voix haute avec moi sur le sujet de l'intelligence artificielle. C'est un plaisir, Maxime. On se recroise bientôt. Salut. Pourquoi devrais-je m'intéresser à l'intelligence artificielle? Cette discussion avec Yves m'a fait réaliser, une fois de plus, comment ces outils peuvent être un levier de changement important en éducation. Utilisés judicieusement, ChatGPT et les autres outils intégrant l'intelligence artificielle permettent de se mettre en mode réingénierie pédagogique, question de mettre l'accent sur l'évaluation de nos processus d'apprentissage et de développement de compétences. Cette utilisation réfléchie, avec les dimensions de la compétence numérique toujours en tête, ouvre sur des possibilités nouvelles et stimulantes. Je vous invite, comme nous au Cadre 21, à demeurer en mode veille active sur le développement de l'IA. On poursuivra certainement la conversation à ce sujet avec d'autres actrices et acteurs de l'éducation. Abonnez-vous à notre infolettre et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître nos nouveautés, dont les prochains épisodes du balado Mon DP continue. D'ici là, bon développement professionnel et à bientôt!